Mais c'est très important de faire cette distinction-là. J'ai maintenant une autre question. Dans votre livre, vous traitez très longuement de l'attribution terroriste, dans le sens juridique du terme, mais né terroristes qui Israël considère comme terroristes. Moi, je pense qu'il y a un parallèle assez intéressant. Vous parlez dans votre livre, vous faites le parallèle avec l'affaire des JO de Munich, donc en 72, et vous dites, il y a eu une prise d'otage donc de 11 athlètes israéliens qui ont été tués donc à la suite de cela, et on peut déceler dans la même politique qu'il y a eu au lendemain de ces événements une politique de vengeance d'Israël qui suit toute tentative d'insurrection du peuple palestinien, qu'elle soit armée ou non d'ailleurs. À Munich, le lendemain, on avait eu des bombardements dans tous les camps de réfugiés, donc en Jordanie et en Syrie. On avait eu 200 victimes. Aujourd'hui, à Gaza, au lendemain du 7 octobre, on a 45 000 victimes. Donc c'est un chiffre à doubler, voire à tripler selon les experts. Certains parlent de terrorisme d'État, et si on se réfère à la définition même du terrorisme, est-ce qu'on peut dire qu'en un sens, la politique de vengeance d'Israël est en réalité la seule et la plus terroriste ? Ah oui, pour moi c'est sûr, s'il y a un État terroriste dans le monde, c'est Israël, ça c'est sûr. Et en effet, alors au début je ne voyais pas tellement ce que tu voulais dire, mais en effet sur Munich c'est très très important. En effet, il y a eu, donc au JO de Munich en 72, il y a une opération de la résistance palestinienne, et c'est vrai que la communication autour, encore maintenant, parler des monstres terroristes de Munich alors que c'était les JO, en plus en Allemagne, vous vous rendez compte, Ouais. tuer des juifs en Allemagne, alors que il faut voir que bon, ils ont eu, c'était une opération militaire, ils voulaient échanger des athlètes contre des prisonniers palestiniens et arabes. Et même si on peut considérer que le mode opératoire n'est pas... Enfin, ça se comprend tout à fait, même si on peut ne pas soutenir inconditionnellement. C'est quelque chose qui se comprend, parce que le peuple palestinien étant toujours opprimé, ceux qui prennent des otages, contrairement à ce qu'on dit, c'est les Israéliens qui raflent régulièrement des Palestiniens, les entassent dans les prisons, veulent pas les libérer. Et donc, un mode de pouvoir libérer des prisonniers, c'est de prendre des Israéliens. Et c'est aussi ce qui a été fait, c'était l'objectif numéro 1 de l'opération Déluge d'Al-Aqsa. C'était pas de massacrer des juifs, etc., comme on l'a dit, c'était pas du tout ça, c'était justement de prendre des militaires, alors aussi des civils, c'est ce qui choque peut-être plus chez nous en Occident, mais c'est parce que énormément de... quasiment que des civils même, sont prisonniers en Israël, torturés, et la façon de les libérer, c'est de combattre et d'en prendre aussi. Donc cette opération était tout à fait compréhensive, pour revenir à 1972, et la communication autour a été effarante. Enfin bon, en Occident, ça a été incroyable, la vengeance a été... Alors c'est... je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin le dénouement, ça a été en fait que l'État allemand, avec Israël, a fait croire qu'il était d'accord de faire un échange, enfin de laisser les combattants palestiniens avec les athlètes israéliens partir, et en fait ils ont attaqué, l'État allemand a attaqué, mais les Palestiniens étaient très déterminés, ils se disaient on pourra leur régler leur compte. Ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'ils étaient excessivement déterminés, les combattants, et en fait ça a été une boucherie, c'est-à-dire que tous les athlètes ont été tués, et y compris par les Allemands dans les tirs et tout, hein, c'est pas que les Palestiniens. Et voilà, ça a été une boucherie. Puis après, ils se sont vengés, comme tu l'as dit, il y a eu un camp palestinien au Liban, il y a eu 200 morts. Personne n'en a parlé. Alors que, bon, c'est hallucinant. Enfin, on pourrait prendre un nombre d'exemples au niveau de la réponse d'Israël. Comme tu le disais, comme tout colon, c'est-à-dire que si les Palestiniens un peu protestent et tout, dès qu'ils résistent, ils sont massacrés. C'est vraiment... si tu me donnes une gifle, je t'arrache la tête. C'est ça. C'est un peu l'image. Alors ça, c'est bon, c'est le colonialisme. Il faut voir que bon, en Algérie, c'est pareil. Quand on a une population qu'on veut maîtriser, il faut lui faire peur parce que le nombre est grand quand on est minoritaire, et donc il faut comprendre, montrer qu'on est fort. Et donc le prix de la résistance, c'est très très dur.
Et c'est vrai que ça, on a du mal à le comprendre. C'est-à-dire, moi, dans les associations de soutien au droit du peuple palestinien, j'ai déjà parlé avec des militants qui défendent complètement la cause du peuple palestinien, mais quelquefois, par humanisme, ils ont un peu un angélisme. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs fois des discussions qui m'ont dit la personne qui va manifester. Alors, je ne dénigre pas, les manifestations populaires non violentes sont très importantes. La première intifada a été un modèle. Mais les personnes me disent manifester, protester, c'est courageux. Et puis, il n'y a pas de violence. Et celui qui rentre dans la violence, qui va tuer, c'est facile. Et les personnes qui manifestent sans violence, eux, ils sont courageux parce qu'ils ne tuent pas et ils peuvent être tués. Mais quelqu'un qui résiste en prenant les armes a une durée de vie beaucoup plus petite que celui qui manifeste sans prendre les armes. Et donc cette question est un peu angélique. Quand on est opprimé, si le monde marche très bien, l'ONU faisait son travail, le monde était très juste, peut-être que l'opprimé aurait justice et puis il serait libéré grâce aux pressions de la communauté internationale. Mais dans un monde tel qu'il est, il faut comprendre que la résistance armée fait partie de la résistance et est inévitable. Et en plus, quand on prend des coups comme ça, le fait de résister, ça donne aussi une identité. Enfin, c'est inévitable. Et croire que ça peut être évitable, c'est impossible. D'ailleurs, vous savez, c'est aussi pour ça là, actuellement, dans l'horreur de ce qui se passe, et pour ceux qui croient qu'Israël ne tue pas intentionnellement les enfants, ils sont naïfs. Israël tue intentionnellement les enfants parce que ce seront les générations futures, et c'est pour ça qu'ils les massacrent. C'est ça qui... Là, on est dans une situation terrible. Ce qu'ils ont fait à Gaza, le génocide, toutes les personnes de bonne foi savent que j'ai un génocide. Certains disent génocide, ce terme, c'est violent. Mais là, on a... vous savez, le génocide, c'est documenté. Il y a 5 indicateurs, de génocide. Et il suffit d'un seul pour considérer que des crimes de guerre peuvent être qualifiés de génocidaires. Et Israël coche toutes les cases. C'est-à-dire qu'il y a peut-être à la limite et encore sur le fait d'atteindre à la naissance d'un groupe, peut-être pas. Mais ils ciblent, ils ont la volonté de tuer, ils le disent. Vous regardez les déclarations de Netanyahou, de Galland, etc. Ils tuent, ils disent tout le monde est responsable, les massacres qu'il y a eu sont effarants. Il y a, vous savez, enfin maintenant là, il y a quand même si on n'a pas d'image en France, etc., dans les télés, dans les médias dominants, tous ceux qui veulent s'informer le savent. Il y a un soutien de la population à tuer le maximum de Palestiniens en disant qu'ils sont tous responsables, de cibler, comme je vous ai dit, les enfants. Il y a eu, vous savez, pour vouloir un peu amadouer la communauté internationale, il y a des viols qui ont été documentés. Énormément de Palestiniens ont été torturés dernièrement. Et il y a, je crois, 3 soldats qui étaient passés, qui n'étaient pas vraiment condamnés, mais étaient passés par une cour. Vous savez, la population autour, y compris avec des députés israéliens, a pris d'assaut l'endroit, les ont libérés, et ces soldats sont passés à la télé comme des héros. Non, c'est une instance militaire en plus. C'est quand même... c'est assez impressionnant. Il y a actuellement une situation effarante. À la limite, comment dire, alors on pourrait discuter de l'opération d'Elie El-Aqsa, pourquoi elle a eu lieu, est-ce que le modus... comment ils ont fait, aurait dû être autrement, etc. Mais, vous savez, à travers cette opération, maintenant, les militants, ceux qui veulent voir, ceux qui sont au courant de ce que subissent les Palestiniens depuis un siècle, sont au courant depuis longtemps. Mais Israël a vraiment montré son vrai visage. Toute personne dans le monde qui est un peu honnête
ne peut pas défendre Israël. C'est-à-dire que le seul axe maintenant, c'est de, disons, miser sur une guerre de civilisation en disant « Moi, je suis dans ce camp, Israël ne se retournera pas contre moi, donc je soutiens Israël et tant pis pour les autres. » À la limite, en gros, ce discours très cynique, mais c'est vraiment Israël est en roue libre. Comment dire? C'est comme si on avait laissé aucune limite à une forme de puissance dans une région, et donc on en a fait un monstre en mettant aucune limite. C'est comme, pour prendre un exemple, vous prenez une cour d'école, un enfant qui va taper complètement ses camarades, les profs le laissent faire ce qu'il veut, tant qu'il tape, etc. Après, il prend de l'hubris, son arrogance se développe, et voilà, il devient très vite un monstre. On en est arrivé là, hein. Faut être conscient, la situation est quand même passablement. Alors bon, là je vois qu'il y a beaucoup de jeunes parmi vous, j'espère que les jeunes changeront, en particulier en Occident, la complicité qu'il y a eu dans les différentes générations depuis la création d'Israël, parce que chez nous ça a été... même les mouvements pro-palestiniens, pour moi, ont été un peu angéliques avec la question des deux États. Ils adoptent une certaine retenue pour le coup, notamment au niveau de la résistance. Enfin, je pense que c'est important de rappeler que la résistance du peuple palestinien elle a été reconnue, qu'elle soit armée ou non, comme un droit légitime par l'ONU. Et c'est une résistance qui se veut avant tout émancipatrice d'une domination qui est véhiculée depuis des décennies, et depuis bientôt un siècle. Mais justement, sur cette question-là, quand vous dites Israël est lâché et plus rien ne peut l'arrêter, entre guillemets, vous dites on est passé dans un tournant après le 7 octobre, et vous dites dans votre livre les dégâts et les préjudices psychologiques sont davantage plus graves que les pertes matérielles pour Israël. Donc on peut faire encore une fois le parallèle avec les JO de Munich. Il y a un militant du Fatah qui parle, donc c'est Kamal Adwan, vous le citez, et il dit le véritable crime qu'on reproche aux Palestiniens de Munich, ce n'est pas d'avoir fait tuer 11 Israéliens, c'est d'avoir fait irruption dans un monde que l'on voulait beau et gentil, paisible et feutré, dans un rassemblement auquel ils n'étaient pas invités. Moi, je pense que c'est assez intéressant de se poser la question, perturber une paix bien établie. Est-ce que c'est ce qui s'est passé le 7 octobre dans une Palestine silencieuse et étouffée? Est-ce qu'un Israël menacé, c'est un Israël sans avenir? Perturber une paix bien établie. Ce que je veux dire par là, c'est... en un sens, vous dites, après le 7 octobre, le mythe de la sécurité d'Israël, il s'est effondré quelque part. Oui. Et les Palestiniens, ils se sont incrustés dans cette réalité, dans un monde auquel ils n'étaient pas invités. Donc dans un État colonialiste qui s'impose comme d'un apartheid, où sont perpétrés des crimes tous les jours de manière quotidienne, donc à l'encontre des Palestiniens aux frontières, à l'encontre des Palestiniens dans les prisons, à l'encontre des Palestiniens aux checkpoints. Et les exemples, ils sont divers. Est-ce que c'est perturber cet ordre établi d'un Israël qui se voulait bien établi justement dans cette zone créée artificiellement? C'est ce qui s'est passé le 7 octobre avec cette attaque. Oui, voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Tu as bien résumé, c'est-à-dire que le problème, c'est pour ça qu'Israël aussi a tapé si fort et qu'il y a eu cette complicité occidentale. On avait l'impression que qu'à les États arabes se rendraient compte que l'existence d'Israël est inéluctable. Il y a eu les accords, vous savez, entre... voilà, merci, d'Abraham. Les accords d'Abraham. Et en effet, par cette opération, cet ordre a été perturbé. Il y a eu, en effet, ça a été un choc, ça c'est sûr, hein, pour Israël. Et donc, le fait de le faire payer très fort, de comprendre qu'en fait, les Palestiniens continueraient de résister, qu'ils ont eu quand même si on n'est pas d'accord avec cette opération, l'ingéniosité vous voyez, ils sont enfermés à Gaza dans une prison, comment ils ont réussi sur le plan militaire, au début, avoir réussi à sortir, à organiser cette opération, prendre des militaires, ils ont complètement dans tout le périmètre, les bases militaires ont été complètement détruites. C'est montrer la détermination avec les tunnels. On sait tous les kilomètres de tunnels, la détermination de ce peuple à résister, alors qu'il y a
comment dire, ils sont plus que surveillés. C'est une prison à ciel ouvert. Certains disent même, souvent on dit prison à ciel ouvert, Gaza, certains disent ciel fermé parce qu'il y a tout le temps des avions qui passent en plus. Hein. Donc, en effet, c'est pour ça qu'on a voulu leur faire payer. C'est le colonisé qui résiste et donc on fait payer au centuple et ensuite le massacre est terrible. Et je voulais revenir sur la prégnance de la solution à des États et d'accepter. Moi-même, je dois vous avouer, hein, moi je plaide un peu coupable hein, pendant pas mal de temps. J'ai milité pour les deux États. Moi, avec mon ami Jihad qui est là, justement, on avait des discussions où lui était justement plus à dire les deux États, ça ne pourra pas marcher. Et moi, je disais, mais il y a un fait accompli. On ne peut pas, maintenant il y a un fait accompli, les États-Unis se sont créés en massacrant les Indiens, etc. C'est injuste, mais bon, qui remettra en cause maintenant les États-Unis? Et donc, pour Israël. Et moi-même, j'ai été, par volonté humaniste, j'ai cru un peu, j'étais très naïf, je savais toutes les imperfections, mais j'ai cru un peu à Oslo. Vous savez, le processus d'Oslo de 93, je me suis dit, on ne peut pas rejeter ça en bloc, à dire non, c'est quand même la paix. Et on voit qu'en fait, la dynamique, c'était pour endormir la résistance, et la dynamique maintenant, voilà où on en est. C'est-à-dire que c'est là où je dis qu'en Occident, même les milieux qui avaient un discours qu'on pourrait qualifier de paix, tout le monde est pour la paix, tout le monde est pour qu'il y ait le minimum de guerre, qu'on s'entende bien ensemble, qu'on vive ensemble. C'est vrai que la pression et le fait de dire maintenant il y a un fait accompli, il faut voir comment ils peuvent vivre ensemble, etc., fait que c'est difficile c'était difficile en Occident d'avoir une position claire, anti-impérialiste, dire il y a eu les Nakba en 48, en fait c'est une question d'étape. La Nakba, ça a été la première étape. En fait, la guerre des 6 jours, quand la Cisjordanie, Gaza ont été pris avec Jérusalem-Est, c'est la deuxième étape. C'est qu'une question d'étape, mais ils veulent prendre tout. Et donc, on ne peut pas dire la première étape d'accord, mais la deuxième étape, il ne faut pas exagérer. Écoutez, c'est ça qu'il faut comprendre. La question coloniale est assez claire là-dessus. Ce podcast vous a été présenté par Factu Média. L'entretien a été réalisé par Rama Affini. La production musicale est d'Alexandre Foudamélé. Merci d'avoir écouté Factu.